Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons ma proposition n'est pas non plus, je ne voudrais pas que l'on prenne la proposition du Burkina Faso comme celle qui viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans expérience. Je ne voudrais pas non plus que l'on pense qu'il n'y a que les révolutionnaires à parler de cette façon. Je voudrais que l'on admette que c'est simplement l'objectivité et l'obligation. Et je peux citer dans les exemples de ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des révolutionnaires comme des non-révolutionnaires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par exemple, Fidel Castro a déjà dit de ne pas payer. Il n'a pas mon âge, même s'il est révolutionnaire. Mais je pourrais citer également François Mitterrand, qui a dit que les pays africains ne peuvent pas payer, les pays pauvres ne peuvent pas. Je pourrais citer Madame le Premier ministre. Je ne connais pas son âge et je m'en voudrais de le lui demander. Mais c'est un exemple. Je voudrais citer également le président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas mon âge. Cependant, il a déclaré officiellement, publiquement, qu'au moins pour ce qui concerne son pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas payer. Or, la Côte d'Ivoire est classée parmi les pays les plus aisés d'Afrique, au moins d'Afrique francophone. C'est pourquoi d'ailleurs il est normal qu'elle paye plus en contribution ici. Mais, Monsieur le Président, ce n'est donc pas de la provocation. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. Par conséquent, nous devons également, dans la lancée de la résolution de la question de la dette, trouver une solution au problème de l'armement. Je suis militaire et je porte une arme. Mais Monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les trouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce front uni d'Addis Abeba
contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Rebonjour, de retour sur le plateau de Polémique Allemand Vote, la radio, pour la suite et la fin de notre émission panafricain. Vous avez entendu ce discours avec nous, c'était le discours introductif de cette deuxième partie, un discours que j'ai envie d'appeler un discours d'anthologie, Diane. Je suis pas à ma première écoute, mais à chaque fois que j'écoute ce discours, que nous rediffuserons dans son intégralité à la fin de l'émission, j'ai la chair de poule. Oui. J'ai la chair de poule et je me suis encore surprise, comme à chaque fois que je l'écoute, à applaudir avec toute l'audience quand il a fini de parler. Je rends la parole à l'animatrice Diane Boula qui va introduire la deuxième partie. Voilà. Alors, ce discours reflète, on va dire, s'appuie sur beaucoup de choses qu'on a dites avant, à savoir le programme, on va dire, à savoir le programme de scolarisation, le programme de, voilà, l'identité africaine, son identité africaine en portant les vêtements, voilà, et la dette, etc. Alors, ce que moi j'aimerais dire concernant la deuxième partie qui s'intitule Sankarisme, un modèle applicable. Est-il un modèle applicable aujourd'hui? Moi, je dirais que Thomas Sankara a laissé plein de choses à notre génération et aux générations futures. La première des choses qu'il a laissées, c'est l'énergie de l'espoir. Donc, cette énergie, donc, qui se traduit par le fait qu'il nous a montré qu'on peut combattre la corruption. Il nous a montré que la femme peut avoir un meilleur statut. Et ce sont ces idées qu'on continue d'utiliser aujourd'hui. Il nous a montré qu'on peut faire des prévisions, nous, Africains, qu'on peut avoir des programmes agraires qui nous permettent, voilà, de lutter contre la faim, parce qu'actuellement, on se rend compte qu'un pays comme la Somalie est en train de régresser 10 ans, 15 ans en arrière, où les gens fuient le pays parce qu'il y a un problème de famine. Et qu'on nous il y a un dit problème que c'est de lié à la faim. sécheresse. Voilà. Et après, on va nous dire que c'est lié à la... on nous dit un coup que c'est lié à la sécheresse, et 3 mois après, on va nous dire que maintenant, ça va être lié à l'inondation, parce que là, il va y avoir trop de pluie. Mais bon, bref. Continue, Diane. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Donc, voilà, lié à la sécheresse, le Burkina souffrait justement de l'avancée du désert. Il a réussi à faire planter les arbres aussi. Il a aussi réussi, Thomas Sankara, à nous enseigner la liberté. On se rend compte dans ce discours, quand il parle de la dette, où il nous dit que la dette, ça a été un jeu. Un jeu, c'est-à-dire que voilà, on vous donne des choses, voilà, on vous en donne plus, et puis on se fait soi-disant des dettes. Et après, quand on se rend compte que vous n'avez pas la possibilité de rembourser ces choses-là, on commence à vous tenir à la gorge, vous en demander plus ou bien vous menacer. Il a aussi nous a aussi permis de nous valoriser. Donc, le fait de porter les tissus de chez nous, d'être fiers de porter des ensembles africains, ou de jouer notre propre cinéma et de regarder ma famille au Cameroun, au Togo, au Bénin, en France, aux États-Unis, au Sénégal même.
d'apprécier ça, le cinéma de chez nous. Tout cela, c'est Thomas Sankara qui l'a sans doute permis voilà, dans son programme. Il nous demande aussi à la fin de son discours d'avoir, euh, de s'inspirer de tous les révolutionnaires qu'il y a eu dans le monde. Donc il est très humble, il dit qu'il n'est pas seul, que lui aussi il s'inspire de plein d'actions de ceux qui sont contre les oppresseurs de peuple. Voilà. Alors, pour appliquer le modèle de Thomas Sankara aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait déjà, nous les Africains, que nous nous prenons nous-mêmes en main et qu'on essaye de se dire, et qu'on évite de toujours se dire que ce sont les autres qui vont nous aider à nous développer. On a vu Thomas Sankara, il a développé son pays voilà, avec ses idées, et il allait demander le concours des autres, des autres pays du monde, et on lui a même reproché d'aller en Russie et d'aller au Cuba. Et en bon joueur et en bon parleur, il a dit que s'il y a certains pays qui sont plus proches et qui l'invitent, pourquoi il irait si loin chercher ce qu'il va chercher. Donc c'était une manière de noyer le poisson et puis de faire une soi-disant main tendue à voilà ceux qu'on connaît. Aussi, nous devons nous débarrasser, nous les Africains, de nos chaînes. Thomas Sankara a pu le définir et penser à un intérêt commun, parce que nous sommes individualistes. Les Africains, nous avons un problème, c'est l'individualisme. Donc, commencer à réfléchir, comme Kwame Nkrumah l'a dit, à un intérêt de l'Afrique unie. Ce sont de penser que voilà, quand j'entends par exemple que Houphouët-Boigny à l'époque mettait des bâtons dans les roues, lui qui est africain, à Thomas Sankara, disant que Thomas Sankara influence ses populations à se retourner contre lui qui avait plus de 20 ans au pouvoir et tout. Voilà, parce que voilà, on a toujours cet esprit de penser à nos intérêts communs au lieu de penser à un intérêt général. C'est un peu ça. Aussi, nous devons travailler ensemble, nous unir, ce qui est très important. Et voilà, parce que je prendrai par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. J'ai appris dernièrement qu'il y a une rue en Côte d'Ivoire qu'on appelait la rue Princesse, qu'on a fermée. Parce que nous, les Africains, on a une tendance, une fâcheuse manière à toujours vouloir s'amuser. Donc moi, Thomas Sankara, il a beaucoup travaillé pour ce pays. Essayons aussi peut-être de calquer le bon côté des sociétés industrialisées en faisant une planification, en essayant nous-mêmes de développer nos peuples, qu'on ne soit pas toujours identifié en tant qu'Africains en étant des grands coureurs, des sportifs, des chanteurs ou des pas que voilà. Donc, et aussi, il a dit une dernière phrase sur laquelle j'aimerais terminer, c'est le marché africain, que le marché africain soit le marché des Africains. Voilà. Et on a un président qui l'avait dit, que j'avais apprécié, et que voilà, maintenant on se rend compte que il avait peut-être dit pour être au pouvoir, le président du Sénégal, qui avait voulu à une époque avoir comment on va dire, au niveau des marchés, il voulait que l'Afrique soit maître de ses propres marchés. Il disait qu'au moins, si vous nous demandez la dette, on peut la rembourser, mais qu'au moins vous nous laissez aussi, nous aussi, vendre nos produits comme on veut les vendre. Arrêter de nous mettre, de nous imposer des prix au niveau des marchés au niveau du marché mondial. Donc c'est sur ce que moi j'aimerais terminer. J'ai relevé un peu toutes les perspectives du sankarisme, et voilà, pour savoir si son modèle et dans quelle mesure son modèle peut être applicable aujourd'hui. D'accord. On va faire un tour de table avec nos invités, parce que comme je le disais tout à l'heure, le plateau s'est un peu élargi. Donc nous avons, en plus des personnes qui étaient là en première partie, nous avons pour cette deuxième partie Rémi qui est avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir Delali.
Merci d'être là. J'ai aussi Monsieur le général Tido qui est avec nous. Oui, salut à tous, salut Delali. Et je profite pour dire, enfin que faut que je le dise quand même, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il a poussé de la barbe encore. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Je vais pas te le chanter, sinon ça va passer au gag. Tu sais, les trucs qui te suivent jusqu'à ce que tu aies des cheveux blancs. Donc, je vais pas te le chanter je vais pas te le chanter maintenant. Je te le chanterai après. On a D'accord. Martial aussi qui est avec nous depuis Lomé pour la première fois. Sois le bienvenu, Martial. Tu es comme à la maison. Merci beaucoup. Y a pas de- Et Ok. bon anniversaire à... le nom déjà, c'est Tido. Rémi, c'est Ok. ça? Non, c'est Tido qui fête son Ah oui, anniversaire. bon anniversaire. Merci beaucoup Martial. Et Ok. le monsieur RCML qui est toujours avec nous. Ouais. Oui, Tu es je en suis là. place, Roger. On va faire un tour de table, mes amis. Diane nous a fait un très bon exposé. On a tous entendu la vidéo et chacun va dire en fait qu'est-ce qu'il a le plus marqué parce qu'il a abordé pas mal de thèmes dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire du FMI. J'ai Oui. beaucoup aimé l'histoire du FMI, l'histoire de ces fameux bailleurs de fonds. J'aime beaucoup le style de Sankara. Il a une façon très piquante, très humoristique de présenter les choses. Apparemment, il y aurait des gens qui, leur métier, c'est de bailler, et quand ils baillent, on a des fonds. Et ils voudraient savoir un petit peu à quoi ça sert, parce que euh, Thomas Sankara, d'après ce qu'on a vu dans ce qu'on a entendu et ce qu'on sait de lui, était contre cette politique de la dette à outrance, de cette dette qui nous étrangle, comme il le dit très bien. Et il avait dit quelque chose. Je vais paraphraser, je suis pas sûre d'avoir de vous faire du mot pour mot, mais il faisait partie de l'un des rares qui a été jusqu'à refuser des prêts de la Banque mondiale. Il a dit, nous avons refusé des prêts de la Banque mondiale pour alimenter des projets que nous n'avions pas choisis. Parce qu'aujourd'hui, le problème, souvent, c'est que on a beaucoup de fonds qui sont mis à notre disposition, mais est-ce que ces fonds sont appropriés aux besoins du continent? On ne sait pas trop. Et il dit très bien, nous avons dit au FMI, ce que vous nous demandez, nous l'avons déjà fait. Nous avons réduit les salaires, assaini notre économie, et vous n'avez rien à nous enseigner. Or, à chaque fois que nous parlons du FMI, il nous fallait fournir de nouveaux gages et il nous est apparu que ce qu'il cherchait va bien au-delà du risque ou du contrôle de gestion et que ce dont il s'agissait n'était autre chose que d'un contrôle politique. Voilà ce que Thomas Sankara disait au sujet de la dette et au sujet de ses relations avec nos chers amis bailleurs de fonds. Je vais faire un tour de table. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de sa position avec le FMI et les institutions internationales, chers invités? Oui, Rémi. Concernant le sankarisme et le discours que nous venons d'écouter, je trouve deux points très essentiels. Mhm, Le refus du paiement de la dette mhm, et le fait d'être fier d'être africain et de s'habiller en africain. Sur ce, le refus du paiement de la dette, tous nous savons que l'Afrique a déjà payé sa dette et tout ce que nous payons maintenant, c'est les intérêts. bien sûr. Et nous avons payé plus de 20 fois ou bien 25 fois, selon les spécialistes, le capital. Bien sûr. Donc, à chaque fois, on ne fait que réchelonner nos dettes Mhm, avec des intérêts de plus en plus gros mhm, et que nous devons payer en long terme. mhm, Et toujours, c'est une façon de nous mettre sous contrôle. mhm, Et le refus du paiement de la dette est une bonne chose. mhm, Malheureusement, un seul pays ou deux pays ne peuvent pas refuser de payer la dette. mhm. Parce que si vous êtes deux ou trois dans la masse, Oui, vous risquez d'avoir une massue sur la tête. bien sûr. Et Thomas Sankara l'a bien dit.
il faudrait que ce refus soit collectif. Le second point du sankarisme, comme l'a dit Dan, Thomas Sankara a dit, lui et sa délégation sont habillés par Conetrad. Bon, je pense que c'est une société du Burkina qui fabrique du coton, bien quelque chose comme ça. Et nous, Africains, devons copier ce genre de choses. Malheureusement, nous aimons plutôt porter des trucs, je ne sais pas, made in China, bien made in USA, quelque chose comme ça, pour montrer que nous sommes Africains, mais habillés en Américain, bien chinois. Ça, c'est un peu paradoxal. Le coton, eh bien l'habit, eh bien la veste que nous portons très cher, ce coton a été produit en Afrique et exporté en Chine, que le transforme et fait la veste, nous ramène ça et nous achetons. Pourtant, nous avons des artisans, nous avons des couturiers, nous avons à peu près tout ce qu'il faut pour fabriquer cette veste, bien cette chemise chez nous. Mais nous ne le faisons pas. Et bien, lorsque quelqu'un le fait, nous n'avons même pas acheté ça. Nous trouvons que c'est de la qualité inférieure, ce n'est pas bon. Pourtant, quand quelque chose vient de Paris, bien, on est que New York, bien de Tokyo, pour nous c'est la grande qualité, nous tombons là-dessus. Donc nous devons aussi changer de mentalité, comme Sankara le dit, sur son sankarisme, et nous habiller en africain et consommer africain. Ok, merci. C'est vrai ce qu'on dit, parce que ce qu'il dit, je prends un exemple très simple, c'est que même l'Afrique est connue au niveau de l'habillement. L'Afrique est réputée, surtout l'Afrique de l'Ouest, mais même un petit peu partout, pour ses pagnes et tout ça, ces tissus wax dans lesquels les femmes sont prêtes à mettre le prix. Et vous remarquerez qu'aujourd'hui, même si c'est produit en Occident, jusque-là, l'industrie Vlisco, par exemple, qui produisait le wax hollandais, c'était produit en Hollande. Et imaginez-vous, c'était un marché qui alimentait toute une sous-région africaine, si ce n'est pas plus. Mais à aucun moment, on a pensé à créer en Afrique une structure qui puisse faire cette production-là. Parce que Vlisco ne vendait qu'à destination du public africain. Et ce dont on se rend compte, c'est que maintenant, il y a certaines choses qui sont produites, par exemple, qui sont des marques, notamment, je pense qu'il y avait une marque ivoirienne que j'avais vue quand j'étais partie en Afrique la dernière fois. Et même nous, plus proche de nous, au Togo, par exemple, on avait une marque, une usine à Dacha. Mais en dehors du fait de la qualité du produit, il y avait toujours ce réflexe des femmes qui disaient, si je veux quelque part par là m'acheter quelque chose que j'ai envie de montrer pour crâner, il faut que mon pagne soit du wax hollandais. Et le fait de dire wax hollandais, c'était une source de fierté, alors que quand on regarde bien, on n'est pas censé être fier de ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire à peu près. Oui, mais les femmes déplacent le débat de Sankara vers un sujet qui leur tient à cœur, c'est-à-dire les pagnes, là. Non, mais non, Roger, c'est pas ça. C'est un Non, exemple. c'est pour blaguer, hein. Déjà, je suis en Mais train de ce que t'aider. tu Peut-être, dis ouais. Peut-être que est grâce à tellement moi, vrai. à Noël prochain, tu vas pas acheter du wax hollandais, tu vas aller C'est vrai. acheter Itaguette ou Adacha. Donc, sois heureux. Non, mais Dacha ne retourne plus depuis longtemps, hein. Ça, C'est ça qui est triste. c'est ce que Sankara a dit, hein. Beaucoup l'ont fait, hein, mais c'est que ça n'a pas duré. Même en son temps, feu notre président, Eyadema, pour ne pas citer son nom, avait initié aussi une campagne du genre consommer produits togolais, hein, avec tout ce qu'il fallait. Consommer Voilà, produits produits togolais. togolais. Tan, tan, tan. Bon, c'était une très bonne chose, en tout cas que moi j'appréciais, mais ça n'a pas pu avancer. N'étant pas économiste, je ne peux pas trop analyser cette situation. Ouais. Mais bon, pour Sankara, moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on ne paie pas ses dettes. Je serais d'accord qu'on dise qu'on ne s'endette plus. Mais la dette que vous aviez déjà
consenti, oh non, oui, quand vous a déjà consenti, vous l'avez pris, vous l'avez consommé, il faut payer ça. Maintenant, après, il faut tout faire pour ne plus prendre, pour ne plus contracter des dettes ou, dans certaines conditions, essayer de voir les conditions, mais dire que ce qu'on a déjà pris, consommer, même si c'est peut-être son prédécesseur qui l'avait pris, ça a été pris, ça a été consommé. La dignité de l'homme qu'il prône, moi, à mon avis, ça doit faire en sorte qu'il doit prendre à cœur de payer cette dette-là et maintenant, après, lutter pour ne plus contracter de dette avec ces bailleurs de fonds, notamment les institutions de Bretton Woods. Il a dit quelque part, il dit que la meilleure stratégie, c'est le renforcement de la coopération sud-sud, surtout en matière d'assistance technique. Exactement. Ça, je suis d'accord. Mais la dette qu'ils avaient contractée, il fallait payer ça et maintenant chercher à ne plus s'endetter. En tout cas, peut-être pas de la même manière parce que le monde étant ce qu'il est-ce qu'il est vraiment possible de se passer totalement à 100% de la dette? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Voilà. Oui, je comprends. Mais moi, je vais poser une dernière question parce que au début, pas dans l'extrait qu'on a diffusé là pendant la pause, mais quand on suit l'intégralité du discours, Thomas Sankara dit que, en fait, il explique son refus, il justifie son refus par le fait que d'après lui, cette dette soit à la base impérialiste et qu'elle n'est pas née de lui. Donc pour lui, ce mécanisme, ce processus de dette est quelque chose qui a été mis en place, je paraphrase Thomas Sankara, par le colon, et donc il estime qu'au moment où les dispositions étaient prises, nous n'étions pas concernés et c'est la raison pour laquelle il juge que nous n'avons pas à payer, enfin, que le Burkina Faso ou que nous n'avons pas à payer cette dette. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Oui. Bon, alors, par rapport à Sankara, moi je pense que il faut retenir trois choses. D'abord, il a, au-delà de la possibilité d'appliquer ses idées, il n'a pas eu le temps parce qu'il est mort juste avant. On ne sait pas ce qui se serait passé s'il était resté plus vivant. Mais je pense qu'il a quand même eu le mérite d'avoir posé un constat très clair des problèmes de l'Afrique, notamment dans ce discours où il évoque de façon absolument lumineuse le souci de la dette. Dans son discours, moi je pense qu'il faut retenir deux choses. D'abord, il commence par dire que, là j'ai le discours sous les yeux, il dit « Nous estimons que la dette s'analyse d'abord de par ses origines. » Voilà. Donc, comme tu disais tout à l'heure, c'est un système savamment organisé par ceux qui nous ont colonisés, qui sont partis et qui sont allés maintenant au FMI pour nous présenter des montages financiers alléchants, comme il dit. Donc c'est tout un système organisé depuis Washington, je vais dire, enfin, depuis un peu partout, pour maintenir l'Afrique dans le sous-développement et pour que l'Afrique soit toujours dépendante de ces institutions qui ne nous aident pas, en fait, avec ces aides. Donc, je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et par rapport au fait qu'il dit qu'il ne faut pas payer la dette, bon, sur un plan purement moral, c'est vrai qu'il faut payer ses dettes. C'est normal. Mais moi, je pense que s'il dit qu'il ne faut pas payer ses dettes, c'est parce que Sankara, une fois au pouvoir, a dû constater qu'en fait, ce truc qu'ils appellent la dette, enfin, ces institutions de Bretton Woods et tout ça, tout ce qu'ils font, c'est de l'arnaque. Donc, ils considèrent que, avec tout ce que ça leur apporte derrière, il n'y a plus rien à rembourser du tout. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Et c'est là le problème de Sankara, parce que c'est un monsieur qui voyait trop clair et qui disait trop ce qu'il pensait de façon cash pour qu'on le laisse trop longtemps diriger ce pays. Sinon, il serait devenu très vite contagieux et puis ça aurait été notre problème à gérer pour les Occidentaux, quoi. Voilà. Donc, l'autre chose, oui, donc l'autre chose qu'il faut retenir, je pense, c'est là où il dit ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, ils n'avaient point de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu, la vie continue. Donc, comme je disais, il a quand même, il a une façon très terre à terre, très volontaire, je vais dire, et très ironique un peu, de présenter les choses pour dire que, mais en fait, il n'y a rien à rembourser. Et que, en fait,
ils nous ont fait des systèmes pour nous arnaquer. Maintenant, nous voyons clair, nous savons ce qui se passe et nous ne paierons pas. Et enfin, ils terminent en disant qu'ils ne visent pas à faire du spectacle et qu'ils voudraient que chacun de nous, que chacun pense et souhaite. Ici, un instant, ils demandent que la dette soit purement et simplement effacée et que celui qui ne veut pas que cette dette soit effacée, qu'il se lève tout de suite et qu'il aille payer. Et que si tous les pays ne refusent pas, n'acceptent pas de ne pas payer la dette, il ne reviendra plus à la prochaine conférence. Donc il est quand même très offensif dans son discours. Il a toujours été, il a son tempérament de militaire. Et donc je pense que ce sont des idées à revisiter, à remettre au goût du jour, pour que on puisse savoir que en fait, il y a quand même quelque chose à faire en Afrique pour être définitivement indépendant de ces aides. Maintenant, comment faire? C'est la grande question. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que quand Sankara est mort en 1987, hein, et moi dans mes discussions avec mes copains, avec mes amis, je dis toujours que depuis la mort de Sankara, le leadership africain s'est arrêté. Je n'ai pas vu d'autres leaders émerger sur la scène continentale depuis le décès de Sankara en 1987. Donc c'est plus que jamais le moment de remettre sur la place publique les idées de Sankara pour qu'on puisse voir un peu comment, parce que depuis le temps aussi les choses ont évolué. Donc il faut quand même remettre ça d'actualité, modeler, faire en sorte qu'on puisse quand même essayer de trouver la bonne façon de pouvoir appliquer ces idées que je trouve parfaitement, mais parfaitement puissantes et lumineuses. Voilà. Merci Tido. Mais par contre, là, pour un juriste, je dis, c'est approximatif parce que Roger, je vais te dire, Roger, toi, en bon juriste qui te respecte, tu me dis que quelque chose qui a été signé contractuellement, on peut se lever et dire qu'on ne paye pas. Tu vois, moi, je ne suis pas une partisane de la dette. C'est un scoop pour personne. Tout le monde sait que je sais que pour moi, ce système est vicieux. C'est une sanction. Maintenant, comme Roger le dit, en parlant de moralité et d'intégrité, c'est comme les crédits. Quand on paye, quand on signe, on sait qu'on se fait un petit peu arnaquer parce que ce qu'on va payer en intérêt, au final, ce n'est pas, on n'a pas l'avantage que nous présente la plaquette parce que le crédit à la consommation, par exemple, est toujours présenté avec une très belle plaquette. Mais aujourd'hui, on ne peut pas juste dire, se mettre dans une attitude de révolte et de dire on prend l'argent et puis ça y est, on se lève parce qu'on est des révolutionnaires et on paie pas. Est-ce que Oui, vous Bilal, je voyez? suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. En principe, si moi je dois faire mon raisonnement de juriste, je te dirais que quand on est en période où quand on adopte un comportement de révolution, les règles qui s'appliquent en temps normal sont exclues. Et donc, je veux dire que Sankara, dans cet état d'esprit et dans cette attitude qu'il a adoptée, a le droit quand même, de par sa révolution, de refuser de payer la dette. Maintenant, est-ce que techniquement, il peut ne pas payer? C'est pas vrai. Parce que les systèmes et les mécanismes de remboursement sont tout ficelés dès le moment où le FMI et la Banque mondiale et tout ça viennent avec leur plaquette pour présenter les montages financiers. Donc, même si Sankara vient faire le révolutionnaire à la tribune pour dire qu'il ne va pas rembourser, la vérité c'est qu'en fait, le système de remboursement est déjà, c'est un engrenage qui est déjà bien placé, qui tourne à plein régime. Et je vois pas comment techniquement il peut ne pas payer. Roger voulait dire quelque chose, j'ai l'impression. Et c'est justement pour ça qu'il recherchait la solidarité de ses pères africains. Oui, parce qu'il a dit très bien, je ne pourrais Voilà. pas tout seul. Et il a dit, si je me lève tout seul pour ne pas la payer, une chose est sûre, c'est que vous ne me reverrez plus la prochaine fois. Donc, il était quand même assez lucide. Et ils n'ont pas revu. Et ils ne l'ont pas revu. Ils ne l'ont pas revu, il a fait quelques mois après. C'est ça. 6 mois après. Bon, mais moi, bon, quand on dit pays des hommes intègres, quelle que soit la révolution, moi, je trouve qu'on doit payer quand même. Moi, je suis contre cela. Je vais raisonner de façon profane. Comme, bon, disons, homme de rue. Nous refusons de payer la dette. Quels sont les mécanismes? Bien, la punition. Ils vont nous couper les prêts. Tant mieux. Ils nous coupent les prêts, on n'aurait plus de dettes. Moi, j'applaudis Rémi. Oui.
ils vont, ils vont nous couper les prêts, ils ne vont pas nous aider, ils ne vont plus faire ceci, ils ne vont plus faire cela. Tant mieux, ça dit que le peu qu'on a, on fera notre programme sur cela. Supposons qu'aujourd'hui, le Togo ou bien le Bénin décide de ne pas payer. Bon, au début, ça a fait du bouquin. C'est quel pays, les autorités sont irresponsables, nous sommes au bord de la faillite. Nous, en tant que Togolais bien, le peuple togolais bien, béninois, ghanéen, qu'est-ce que ça nous ajoute? Rien, rien. Mais, monsieur Rémi, excuse-moi. Le problème, c'est que le mécanisme de ces prêts fait que on ne peut pas décider de payer ou pas. Parce que avant que les fonds de ces prêts ne soient débloqués, le mécanisme de remboursement est déjà ficelé et n'attend qu'à se mettre en branle pour fonctionner. Par exemple, le FMI, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils, euh, ils lient leurs prêts à des conditions de restriction budgétaire. Il y a des coupes fiscales, des coupes budgétaires dans les budgets de la santé, dans les budgets, enfin, dans les subventions sociales, au niveau des hydrocarbures, au niveau de la santé, au niveau de plein de trucs. Ce qui fait que le FMI même en arrive parfois jusqu'à à devoir donner son feu vert avant l'adoption du budget des États qui sont sous perfusion, sous la perfusion. Donc, même si aujourd'hui on veut ne pas payer la dette, je me demande comment est-ce qu'on ferait. Parce que de toute façon, le système est déjà en place avant même que le fonds ne soit débloqué. Donc, ça ne sert à rien de faire des coupes sociales, par exemple, dans le budget, et qu'après, on dise tout haut, on commence à crier que on ne rembourse. Parce que, en fait, le domaine de la technique, le domaine enfin, ce qu'on appelle les technocrates, est très différent de la politique que nous voyons sur les médias, sur les tribunes. C'est pas pareil. Le discours politique est surtout un truc de séduction, et ça n'a rien à voir avec, en fait, ce qui se passe quand on rentre dans le vif des choses. Donc, je pense que même si aujourd'hui nous décidons de ne pas payer, nous ne pouvons pas. Parce que de toutes les façons, c'est vrai que la conséquence va être que, comme tu dis, ils ne nous donneront plus rien. Après, il va falloir s'organiser. On ne se lance pas dans des choses comme ça sur un coup de tête. Donc, je suis parfaitement d'accord qu'on ne paye pas. Mais, un, nous ne pouvons pas. Et de deux, comment est-ce qu'on s'organise après si jamais on ne paye pas? Parce que aujourd'hui, le monde, nous sommes dans la mondialisation. Tout le monde a besoin de tout le monde, même s'il y en a certains qui écrasent d'autres. Mais après, je pense quand même qu'il faut un minimum de. Il faut un gros backstage. Il faut avoir deux solides arrière pour se lancer dans de telles aventures, quoi. Je pense. Eh, Monsieur Tido, Oui, oui, Sankara dit, si le Burkina oui, Faso refuse de payer, je ne serai pas à oui, la prochaine conférence. Il tout a à bien fait. dit, si le Burkina refuse seul, Oui, c'est-à-dire qu'un pays seul ne peut pas refuser, parce que c'est un système. Mais si c'est d'accord. un groupe de pays qui Oui, refuse, ça oui, peut marcher. d'accord. La Monsieur, solidarité, oui, 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 de l'aller. oui, oui. Si je peux me permettre, aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a, c'est que, et là où je rejoins un peu Roger, le problème de la dette fait que aujourd'hui, on ne pourra en sortir que progressivement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Sankara, avant d'en arriver à à cette conclusion, la dette, je ne la rembourse pas. Avec tout ce que ça implique comme conséquence, que ce soit aujourd'hui, au niveau de sa sécurité, parce qu'il ne fait pas bon clamer sur tous les toits qu'on ne paye plus ou qu'on coupe les ponts avec nos amis bailleurs de fonds. Ce qu'il y avait, c'est qu'il avait quand même préparé l'après. C'est-à-dire qu'il avait mis en place un certain nombre de réformes qui lui permettraient une certaine indépendance économique, un minimum. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est ce que Tido voulait dire et ce que Roger voulait dire pour nos pays africains, puisque on a mis en place des stratégies économiques qui vont nous emmener pour les décennies à venir sur un schéma économique qui ne peut être financé que par la dette. Et donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ça veut dire que euh, nous ne pouvons pas déjà, nous n'avons pas les moyens de notre ambition. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est se poser les vraies questions. Aujourd'hui, comment l'Afrique peut générer de la richesse et peut générer
un flux financier lui permettant de financer ses réformes sans passer par la dette. Est-ce qu'elle en a les moyens actuellement? Le potentiel, elle en a. Mais est-ce qu'elle en a les moyens actuellement? Et ça, je pense que c'est la grosse question à nous poser. Parce que on sait tous que l'Afrique a les richesses, que l'Afrique a tout le potentiel naturel, etc., humain, pour construire sa prospérité. Mais aujourd'hui, si demain on coupe les vivres, on coupe le robinet, si je peux dire, parce qu'il ne s'agit pas de vivre, on coupe le robinet financier à l'Afrique, comment nos États s'en sortent et est-ce qu'ils sont capables? Le jour où un État africain arrive à répondre à cette question, je pense que là, on pourra bouder et dire, mais on ne paie pas. Aujourd'hui, si on nous coupe les vivres, est-ce qu'on a les moyens d'assurer nos politiques, nos réformes? Quelqu'un voulait intervenir, je crois. Oui, moi je voulais Alors, juste rajouter que moi j'étais d'accord avec toi. Parce que, comme je disais, on ne peut pas, comme ça, sur un coup de tête, se lancer dans une telle aventure. Comme tu dis, le potentiel existe, mais je ne crois pas qu'au jour d'aujourd'hui, même si toute l'Afrique se mettait d'accord, il va quand même falloir s'organiser sérieusement pour s'en sortir après. Parce que nous sommes dans la mondialisation, on ne peut pas se passer des autres. Maintenant, je trouve que le vrai débat aujourd'hui consiste à réfléchir sur les conditions auxquelles nous pourrions nous sortir de ce système progressivement et après avoir les moyens de pouvoir vivre dans une sorte d'autarcie entre griffes, hein, qui ferait que nous ne serions pas forcément dépendants des autres, enfin que nous pourrions nous en sortir sans franchement avoir recours à ces pays qui nous ont piétinés pendant tant d'années, quoi. Oui. Et par contre, je veux insister sur quelque chose. Je vais faire mon économiste 2 minutes. Ce n'est pas, la mondialisation n'est pas une excuse, ne peut pas être une excuse. Et je parle pas de toi, Tido, mais je parle du fait que souvent les amoureux des bailleurs de fonds utilisent un petit peu le prétexte de la mondialisation pour justifier la dette. Qu'on soit dans un environnement ouvert à, euh, avec des échanges, en favorisant les échanges, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre en situation de surendettement. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour la plupart de nos pays? Et justement pour le modèle occidental qui nous montre ses limites aujourd'hui, c'est que les pays vivent au-delà de leurs moyens. Et il ne s'agit pas que l'Afrique fonctionne en autarcie. Moi, je ne suis pas adepte un petit peu de cette façon de se refermer sur nous, de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur en disant c'est les mauvais, nous on est les bons, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, c'est comment faire pour, et la Chine l'a fait, l'Asie l'a fait, l'Asie s'est ouverte à l'extérieur, certes, mais elle s'est arrangée pour être celle qui prête et non celle qui emprunte. Et nous parlons du saccharisme, hein. Oui. Il faut avoir l'esprit. Nous parlons du saccharisme. Oui, je suis là, monsieur Rémi. Mais je veux Oui, donc, juste, je Sankara, défends, oui. Sankara avait une ligne d'idée. Alors, pour lui, en disant que nous ne devons pas payer la dette, c'est qu'il comptait sur la solidarité sud-sud. Les autres théories du développement, de ceci, cela, ça ne l'intéresse pas. Merci pour le recadrage. Là, tu as complètement raison là-dessus. allô, Oui, allô. oui, Martial, on t'écoute. Oui, bon, voilà, oui. Bon, quel que soit ce qui pourra être fait. Bon, moi je trouve que s'il n'y a pas la solidarité africaine, ça ne pourra pas marcher. Bien Quelles sûr. que soient les potentialités, ouais, ça ne pourra pas marcher. Parce que si on coupe les vivres, on coupe tout, on ne pourra pas s'organiser tout de go comme ça. Bien sûr. Il faut l'apprendre, même si ça s'apprend progressivement et ça se met en place avec le temps. Donc il vaudrait mieux, comme on l'a dit, il vaudrait mieux rester dans le système, essayer de ne plus faire les mêmes erreurs comme ça et sortir progressivement. Sinon, c'est vrai, on a les atouts, la potentialité, il y a des cerveaux, les génies sont là, on peut tout faire, mais seulement c'est que nous sommes encore dans leur système, dans leur emprise, on ne peut pas en sortir comme ça. Refuser de payer la dette, bon, ce n'est pas une bonne idée. On a la force, mais bon, bref, c'est ça, il faudrait y aller progressivement.
surtout la solidarité, quoi. Sans cela, on ne peut pas en sortir. On ne peut pas du tout en sortir. Un marché africain pour les Africains, par exemple. On consomme africain, on produit africain et tout ça, mais déjà dans nos mentalités, on n'est pas éduqué comme ça. Donc c'est avec le temps que ça va venir. Et on ne peut pas se lever comme ça. Et eux aussi, ils ont un droit, d'autant plus que c'est un système qui est déjà enclenché. Donc voilà, c'est ce que je pense. Ok, Bon, merci allez, je vous laisse Martial. continuer. Merci Oui, Martial. Merci à vous. Il a donné un point assez essentiel et il a parlé de l'unité africaine parce que c'est vrai que c'est un préalable. La coopération sud-sud, c'est un préalable. Mais derrière ça, Sankara dit quelque chose de très vrai. C'est aujourd'hui quand un Africain achète une arme, dans 90, moi-même je dirais 99% des cas, c'est pour l'utiliser contre un autre Africain. C'est très difficile de coopérer sud-sud quand on est déjà divisé sud-sud. Euh, comment est-ce qu'on est divisé sud-sud? C'est parce que l'Occident est venu, il nous a divisés. Oui, mais on a accepté. Tu vois ce que je veux te dire, Rémi? Quelque part par là, surtout si nous clamons cette indépendance-là, il va falloir que nous assumions nos responsabilités. C'est-à-dire que moi, je vais raisonner bêtement à l'échelle de ma petite famille ou à l'échelle de mes amis. Si quelqu'un vient nous diviser parce que la personne sait que l'union fait la force, il m'appartient de décider à céder ou à resserrer les rangs en sachant que je n'ai aucun intérêt à, à, à à jouer sur la division. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire par là? Et c'est pour ça que moi, je pense, et après je vais laisser la parole aux autres, parce que Diane, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu non plus. Je pense que tout ça, ça doit venir de nous. Il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait des bases qui soient posées. Il faut qu'aujourd'hui, dans les politiques qu'on mène, on pose les jalons de l'indépendance africaine de demain ou de l'unité africaine de demain. Et aujourd'hui, concrètement, ce n'est pas ce qui est fait parce que lorsqu'on regarde, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du Togo, que ce soit au niveau des autres pays que je ne maîtrise pas entièrement, même au niveau de la Libye, avec ce qui se passe aujourd'hui, on est on a peut-être eu des effacements ou des allègements de dettes, mais on est en train de remplir l'ardoise. Donc, quelque part par là, c'est le système qui se perpétue. Et à chaque fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois où en temps réel, en N, on va dire en année N, ces actions sont posées, ça veut dire que on est juste en train tout simplement de se griller nos chances pour les 15, 20, 30 années à venir. Donc, on ne peut pas faire ce changement-là si aujourd'hui des actions préalables, des actes préalables ne sont pas posés. Et c'est ce qui n'est pas fait actuellement et c'est ce qui rend la manœuvre difficile. Et c'est là où je partage un petit peu l'avis de Roger, de Thido et de Martial et peut-être de Diane, mais je ne sais pas, Diane n'a rien dit donc je ne connais pas sa position sur le sujet. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Je vous suis depuis le début. Mm. Moi, je suis partisante de l'unité africaine et je suis aussi d'accord avec le frère qui a parlé voilà, de la dette comme étant, voilà, ça a été une machination. Mhm. Donc, le remboursement, la dette a été remboursée depuis. Maintenant, ce sont des intérêts Mhm. parce qu'on veut toujours nous tenir en laisse. Mhm. On veut toujours nous tenir en laisse. Donc, pour ma part, pour faire face à cela, Mhm. il n'y a pas une seule chose que de s'unir. Déjà, il faut déjà qu'on s'entende, nous, et qu'on s'unisse et qu'on ait un intérêt commun. Une fois qu'on a un intérêt commun, on pourrait éduquer encore plus nos peuples, nos différents peuples. On pourrait, voilà, se réapproprier notre histoire parce que notre histoire a été falsifiée, a Mhm. été, voilà, on verra par la suite avec un autre grand homme. Mhm. Et voilà, pour ma part, il faudrait déjà qu'on s'arrange entre nous, qu'on ait un regard et un nom commun Mhm. pour voir, voilà, donc commencer à construire nous-mêmes notre continent, qu'on puisse, comme Sankara l'a dit, je ne sais pas si c'était Sankara, qu'on puisse réellement identifier nos vrais oppresseurs. Mhm. Une fois qu'on a tous identifié le vrai oppresseur, voilà, on essaye de s'en défaire. Non, ça sera très difficile
parce que la mainmise de certains sur nos pays et sur nos richesses font qu'on a donc l'installation des dirigeants fantoches, des dirigeants qui sont, voilà, qui servent la cause de certains. Et ça sera très difficile voilà, d'inverser cette tendance. Mais si nous tous, nous pouvions déjà avoir un nom commun, je suis sûre que ça pourra vraiment changer. Parce que ce n'est pas les ingénieurs qui nous manquent, ce n'est pas les professeurs qui nous manquent. Il y a beaucoup d'ingénieurs africains, que ce soit en Europe, partout dans le monde entier. Et ce qui fait le plus pitié, c'est de voir qu'on a beaucoup d'ingénieurs, de mathématiciens, mais chez nous, voilà, n'arrive pas à décoller. On a un pays comme le Congo qui est le pays le plus riche en ressources minières du monde, mais voilà, c'est le plus pauvre, c'est l'un des plus pauvres. Donc, pourtant, il y a des ingénieurs qui peuvent, voilà, exploiter ces ressources-là. Donc, pour ma part, c'est ce que moi je dirais. Donc, premièrement, déjà, de travailler en intérêt commun et d'être unis. L'histoire. Voilà. Et surtout se réapproprier notre histoire parce que l'histoire a été falsifiée. Ça va être ça va vraiment être un grand apport pour notre future indépendance parce que notre indépendance, pour l'instant, elle n'est qu'une indépendance de façade, une indépendance de papier qui est sous papier. Mais l'Afrique n'est pas réellement indépendante, selon moi. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu es en train de dire, Diane, parce que comment tu peux expliquer qu'aujourd'hui, encore déjà à l'époque de nos parents qui sont nés avant 1960, je sais qu'on va me dire qu'à l'époque, nos pays étaient la colonie, mais ils ont quand même appris nos ancêtres les Gaulois, par exemple. Revenons plus proche de nous, notre génération. Aujourd'hui encore, on étudie. Quand on regarde les programmes, les programmes qui sont faits, les programmes scolaires, quand on regarde depuis l'école maternelle, où on apprend aux enfants à chanter, pas forcément une comptine sur les pommes et les fraises, par exemple, elle n'en a jamais vu. Oui. C'est des choses tellement anecdotiques, mais qui sont importantes. Quand on se rend compte que en seconde, moi je me souviens en seconde, quand on est arrivé en seconde, j'étais dans un collège avec le programme togolais au collège protestant. La première chose qu'on nous a appris, c'était le 18e siècle, le siècle des Lumières. On nous a appris tout de la grandeur tout de la grandeur de Molière, tout de la grandeur on nous a appris Baudelaire, on nous a appris le spleen, mais moi j'aurais aimé qu'on me donne un peu plus de présence africaine, qu'on me donne un peu plus d'auteurs de l'Harmattan, qu'on me donne un peu plus des choses qui ont construit l'Afrique, au lieu de nous donner peut-être un ou deux livres de Soundiata Keita et du monde s'effondre, et puis c'est tout. Et souvent, à chaque fois, ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui est donné à l'étudiant ou au collégien, c'est ce qui est tourné toujours vers ce qui nous rabaisse et jamais ce qui est tourné vers ce qui nous relève. Parce que sinon, qu'est-ce que moi je retiens de mon collège? Je retiens que j'ai appris l'esclavage, comment l'Afrique a souffert dans sa chair pendant les 300 années d'esclavage en 4e, et que j'ai appris en seconde que voilà, au XVIIIe siècle, ce qui a marqué le XVIIIe siècle, c'est que c'était le siècle des Lumières en France. Oui. Mais demande-moi ce qui a marqué le XVIIIe siècle africain, je n'en sais rien, parce qu'on ne me l'a pas appris. Effectivement. Diane. Oui. Accepterez-vous aujourd'hui de dire que l'homme africain est toujours orgueilleux? Est toujours orgueilleux. Oui. Égoïste. Non, orgueilleux. Les deux. Orgueilleux. Orgueilleux. Je veux dans le sens du sankarisme. Dans le discours, je pense que Sankara a dit nous devons laisser notre égoïsme et nous devons laisser aussi d'être orgueilleux. Oui. Par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, bien au Congo, la guerre au Congo, bien tout récemment en Libye. Le CNT, comme on le dit, bien Alassane Ouattara, il cherche le pouvoir et il fait tout pour avoir le pouvoir. Oui. Peu importe les morts, peu importe la destruction, peu importe ce qui adviendra. Il suffit que moi,
je sois au pouvoir. Ouais, c'est le mal de l'Africain. Et c'est ça le sankarisme combat. Oui. Allô? Voyez-vous tout? Ah, ok. Oui. Oui, je t'écoute, je t'écoute. Je vous Par écoute. exemple, au Congo, ce grand Mhm. pays, très riche, très, très, très riche. Il y a Kabila qui est à côté. Il y a le Laurent Komongo, bien comment on l'appelle, aussi de l'autre côté. Euh, Sassou Nguesso. Non, je parle du Congo Zaïre. Ah, Zaïre. L'ancien Kunda. Zaïre. Kunda, de l'autre côté, il y a les rebelles de Hutu et ils ont partagé le grand pays, ce beau pays, en petits morceaux. Chacun exploite sa partie Oui. au détriment des populations locales. C'est là que je parle de. Pour moi, il y a l'orgueil. Second, il y a l'égoïsme. Il faudrait que ce Oui. soit moi et moi seul. Oui. Et le sankarisme combat cela. Je pense que quand Sankara était au pouvoir, quand il a pris le pouvoir, il a mis en prison tous ceux qui sont dans ces parages et qui voulaient faire de ces pareils trucs. Donc l'homme africain doit, disons, diminuer un peu son égoïsme et son orgueil. Oui. Ne trouvez-vous pas? Moi, tu as tout à fait raison dans ce sens que, et c'est ce que j'ai même relevé au début de la première partie, où je disais que l'Africain doit cesser d'être individualiste. C'est un peu ça qui nous tue. Donc, on sert que nos intérêts communs. Et comme tu as si bien dit au niveau du Congo, des deux Congos, moi, par exemple, j'ai écouté un ami qui venait du Congo, qui travaille au Congo, qui me dit c'est quand même inadmissible que un pays comme le Congo-Brazzaville, tu vas compter les écoles, tu vas compter très peu d'écoles, mais il y a des régions où on retrouve 700 boîtes de nuit. C'est incroyable. 700, il me Carrément. dit, il travaille au Congo, 700 boîtes de nuit. Et la boîte de nuit commence à midi. Il me dit, il y a une boîte de nuit, si tu sors du travail, tu peux aller en boîte de nuit de midi jusqu'au lendemain. Ça, c'est la boîte de nuit. Donc, sachant que le Congo voisin, il paraît que c'est sensiblement la même chose et le pays est divisé, comme tu l'as si bien dit. Il y a même une province dans le pays. Donc, dans le pays, il y a une province qui est complètement indépendante où on a donc les richesses qui sont exploitées. En gros, on a 10 à 11 ressources qui sont vendues un peu dans le monde entier, mais on se rend compte que c'est l'un des pays les plus pauvres. Donc, moi, d'accord avec toi qu'on doit lutter contre nos individualismes en Afrique. Ok, merci beaucoup. L'heure file. Dernier Oui. tour de table pour ceux qui souhaitent encore dire quelque chose. S'il y avait quelque chose à retenir dans ce programme de Sankara, s'il y a quelque chose à retenir, la priorité pour vous, c'est quoi? S'il y a quelque chose à prendre, vous auriez dit quel point de son programme? Si vous voulez, je peux vous redonner les points essentiels pour ceux qui auraient peut-être oublié, mais à votre avis, je sais qu'il y a pas mal de priorités, mais quel serait pour vous aujourd'hui le point essentiel ou le point principal, la priorité, qu'est-ce qu'on devrait prendre en premier de chez Sankara, de la méthode Sankara? Euh, Tutelle de la France, lutter contre la corruption des dirigeants, je vous donne les points, hein. Le changement du nom du pays, je passe là-dessus parce que je ne pense pas que ce soit nos priorités actuellement. Diminution de train de vie, éducation et santé, consommation de produits locaux, lutte contre la corruption par des procès transmis à la radio. Aucune peine de mort n'est demandée. Tiens, 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 tiens. Ah, la peine de mort. Oh, il n'y a pas de peine de mort dans l'ex-dictature voltaïque. 240. Oh là 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 là. Sans commentaire, les intéressés se reconnaîtront. La campagne massive de vaccination des Burkinabés qui fera chuter le taux de mortalité. La construction considérable d'écoles et d'hôpitaux. La campagne de reboisement. La réforme agraire
la libération de la femme et les aides au logement. À votre avis, si vous étiez Premier ministre dans un pays en Afrique, vous auriez pris quoi, vous? De Sankara. Vous vous seriez inspiré de quoi? Tu peux peut-être Bon, moi, pointer les noms. Ok. Bah, je sais pas, Diane, honneur aux dames. Euh, Moi, j'aurais peut-être commencé par faire, parce que j'aurais pris tous les points. Bon, le premier point que moi j'aurais commencé, par lequel j'aurais commencé, c'est couper les relations, comment on va dire, oppresseur, oppressé, Mhm, euh, des relations déséquilibrées envers l'ancienne colonie. Donc, ce mhm. serait la première chose pour moi. Mr. Rémi, Premier ministre au Togo. Quelles auraient été tes premières mesures sankaristes? Je verrai la dette. Je verrai si on a, je verrai comment réduire la dette. Hmm. S'il faut couper, ou bien s'il faut ne pas payer, je prends les mesures pour ne pas payer. C'est pour ça que tu vas pas être... Ils te laisseront jamais être Premier ministre. Secondo, Oui, c'est au niveau de l'agriculture. Il faut oui, se nourrir. bien sûr. Un peuple qui a faim Oui. est un peuple, disons, sans force. Donc, c'est miser sur l'agriculture, nourrir son peuple. Le reste va suivre après. Donc toi, tu aurais dit stop à la dette et Oui. ensuite euh, Investir dans l'agriculture. investir dans l'agriculture. Ok. Monsieur Tido, oui, moi, Premier je pense ministre au que, Togo. ouais, bon, moi, je pense que il est quand même bien difficile de choisir hein, parmi tout ce que propose Sankara. Mais je crois que le point le plus indispensable, c'est la lutte contre la corruption des dirigeants. Mhm, Parce que euh, si on arrive à avoir des dirigeants pas corrompus, mhm, ça voudrait dire qu'on aura fait un grand effort sur le plan de l'éducation, mhm, de au niveau, en ce qui concerne, enfin pour, enfin pour forger les mentalités, on aura fait un grand pas en avant. Et je pense qu'après, pour réaliser les autres points des programmes, c'est-à-dire la santé, l'agriculture, le paiement de la dette, ça devrait suivre après. Tant qu'on n'a pas de dirigeants qui ne sont pas corrompus, qui ne sont pas irresponsables, je crois mhm, qu'après le reste va suivre. mhm, Donc je pense que c'est très, très, très important d'insister sur la qualité des gens qui nous dirigent, qu'ils mhm. savent c'est quoi nos vrais problèmes, et à partir de là, qu'ils savent franchement comment nous diriger, où aller, où nous emmener, quoi. Actuellement en Afrique, franchement, on n'a pas de chance au niveau des dirigeants du tout, mais pas du tout. Et donc je pense que c'est un problème à régler, je pense, et ça urge en fait, c'est le plus important, je pense. Après, le reste va suivre. Donc, on a fait le tour de table à peu près pour ceux qui voulaient s'exprimer. Il y a Martial qui nous a rejoint aussi. Martial, est-ce que toi, en admettant que tu devenais, que tu avais un pouvoir de décision aujourd'hui, quelles sont, à ton avis, les mesures les plus urgentes que tu aurais, dont tu te serais inspiré du sankarisme? Ok. Bon, je n'ai pas suivi quelques parties, j'ai été déconnecté, mais bon, je pense que la première chose à faire, ce serait de mettre du monde autour, parce que moi je reviens encore là-dessus, sans la solidarité, bon, le reste, ce serait de l'utopie. Mhm, Donc, il faudrait arriver d'abord à créer ce cercle-là de personnes assez conscientes. mhm, Et ensuite, à partir de là, maintenant, on peut rentrer totalement dans l'idéologie de Sankara. mhm. Donc, moi, mes idées, les grandes lignes, en fait, c'est ça. Ok, merci. J'ai posé la question à tout le monde. Si j'avais le pouvoir de décision, si j'avais une petite baguette magique pour faire prendre des décisions à nos dirigeants et en m'inspirant de la méthode Sankara, moi je dirais éducation, santé, agriculture. Je sais, c'est pas un scoop parce que quelque part, c'est mettre l'humain au centre de la stratégie. Et avant de dire ciao à l'oppresseur, entre guillemets, il faut dans un premier temps qu'on s'assure nous-mêmes d'avoir, si je peux me permettre,
les outils, aussi bien les ressources physiques que les ressources humaines. C'est la sempiternelle question de se donner les moyens des politiques qu'on souhaite mener. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa clairvoyance et sa lucidité sur le tout éducation, le tout santé et la révolution agricole. Pour moi, il avait posé les bases de sa future indépendance. Voilà, et je redonne la parole à Diane pour la fin de l'émission. Oui, je vais faire rapide et court. Oui. Donc, la dernière partie, bon, ça a un peu mis long, la deuxième partie. Bon, la dernière partie était censée nous faire partager d'autres grandes personnes que peut-être d'autres grands leaders africains que peut-être on va aborder dans d'autres prochains thèmes. Oh, mais certainement. Voilà, moi, je tiens vraiment, peut-être, nous sommes dans une période décisive dans le monde, hein, le monde des Noirs, où nous aimerons nous réapproprier notre vraie histoire. Donc, si on peut parler de quelqu'un comme le docteur Cheikh Anta Diop, Oh oui. qui a fait beaucoup de choses et que j'admire beaucoup et que j'étudie toujours jusqu'à présent, parce que Cheikh Anta Diop, par sa théorie de l'égyptologie, nous amène à remonter vers nos origines anciennes, ancestrales, si on peut dire. Donc, Cheikh Anta Diop est aussi un afrocentriste, un panafricaniste, qui, voilà, a valorisé un peu, parce qu'on nous dévalorisait beaucoup en disant qu'on ne vient de nulle part, nous les Noirs. Donc, Cheikh Anta Diop, donc, a retracé notre origine depuis très, très, très longtemps. Donc, il y a aussi un autre leader, Patrice Lumumba, que tout le monde connaît, ou Kwame Nkrumah. Oui, oh oui. Voilà, Patrice Lumumba, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Kwame Nkrumah, qui est un freedom fighter, qui est celui qui a parlé pour la première fois des États-Unis d'Afrique. Et j'aimerais aussi terminer en disant rest in peace to Wangari Maathai Maathai. Wangari Maathai qui est décédé hier. Juste pour rappeler qui est Wangari Maathai. Wangari Maathai, c'est une dame qui a fait plusieurs tours en prison pour ses idées. Donc c'est une dame qui est la première femme africaine et écologiste à recevoir un prix Nobel de la paix et à lutter pour le retour de la démocratie dans son pays. Donc, cette femme a fait beaucoup de tours en prison. Son mari l'a même quittée car il la jugeait trop éduquée et incontrôlable. Ce qui n'a pas freiné dans ses élans et dans sa politique et toutes les persécutions de l'ancien gouvernement kényan, les nombreuses menaces de mort qui lui ont été adressées. Elle a pu mettre ses projets en avant. Elle a pu planter, on dit 40 millions d'arbres au total. Replanter 40 millions d'arbres et offrir 100 000 emplois dont la plupart ont été attribués à des femmes. Voilà. Donc c'était un peu Wangari Maathai qui est décédée, donc c'était une façon de lui rendre aussi hommage pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'avoue avec beaucoup d'humilité et un brin de honte, un gros brin de honte que je la connaissais pas. Pour vous dire à quel point il y a du travail à faire, même chez nous qui nous disons pseudo-intellectuels, il y a du travail, je ne la connaissais pas. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas ces choses-là, malheureusement. Tu avais dit, Diane, quand vous avez parlé d'elle, tu me disais en off tout à l'heure, quand vous avez parlé d'elle, que vous avez même eu à lire ses textes à l'école. Je n'ai aucun souvenir d'avoir lu au collège les textes de cette dame. Et c'est bien dommage, mais maintenant je vais rattraper, pardon, excusez-moi, je vais certainement rattraper mon retard. Et pourquoi pas ne pas faire un de ces jours un portrait sur elle pour que ceux qui, comme moi, ne connaissaient pas beaucoup le personnage puissent en savoir un petit peu plus. Merci. Merci à Diane pour ses recherches et pour nous avoir apporté ce qu'elle savait. Merci aussi. Merci aux invités.
J'espère qu'on n'a pas été trop bavard. On est très bavard dans le groupe Polémicalement Vôtre. J'espère que ça a été. Merci à mes polémicards. C'est des fois polémistes, polémicards selon l'humeur. Polémicard aujourd'hui. Merci Rémi. Merci Général Tido et encore joyeux anniversaire. Merci à ceux qui ont dû nous quitter entre-temps. Martial, merci beaucoup de nous avoir rejoints depuis Lomé malgré le bruit. Merci beaucoup et merci à monsieur RCML, Roger comme la vie Maulolo, Las, nom de code, qui était avec nous aujourd'hui et qui reviendra certainement pour d'autres émissions. On vous laisse en musique et on vous dit à la prochaine pour un nouveau portrait panafricain. Yebo, Bisso na Bisso, Espoir 2000, qui n'avance pas recule. Il faut avancer, oui reculer, on n'est pas fatigué, la vie doit continuer. Faut avancer, faut plus reculer, on n'est pas fatigué, la vie doit continuer. Toi qui veux le changement, sache que le progrès c'est pour demain. On va pas ça au marché, on n'est jamais premier par hasard. N'attends pas d'être vieillard, dépêche-toi, sois plutôt vénard. Par la bouche il faut bouger, et tenir le bon bout et lève-toi. Oubliez les peines que mettra